Traoré lui-même qui l'a annoncé au Parlement européen. Là-bas, il a rencontré les parlementaires des commissions Affaires étrangères, Défense et Sécurité, Développement et Droits de l'homme, ainsi que le président de l'institution lui-même. Nos envoyés spéciaux, Yaya Konaté et Ibrahima Koulibaly. Au siège du Parlement de l'Union européenne, les eurodéputés attendaient le président Traoré avec impatience. Impatient de l'entendre sur toutes ces questions relatives au Mali et maintes fois évoquées ces derniers mois au sein de ce Parlement. Parmi elles, bien évidemment, la question du Nord et la gestion des fonds alloués au Mali. Le président Traoré affirme vouloir bien tirer les leçons des erreurs commises dans le passé. Ce qu'il faudra au pays, c'est désormais plus d'État et en même temps moins d'État, la politique de décentralisation. Il faut que, tirant les enseignements de notre grave crise, nous puissions proposer mieux d'État partout. Plus d'État en certains endroits de notre pays qui n'ont jamais vu un infirmier ou un instituteur, et moins d'État dans les sphères où les municipalités et les communautés sont plus efficaces. C'est pourquoi le gouvernement de transition estime que la décentralisation effective est la réponse la plus pertinente à nos défis. Sur la question Touareg, le président de la République par intérim rappelle les efforts fournis dans le cadre des accords signés dans le passé au nom de la paix et de l'unité nationale. Les conditions de vie dans le nord du pays sont rigoureuses, reconnaît-il, mais il n'existe pas de problème Touareg au Mali, a-t-il martelé. Le président Traoré invite alors à ne pas faire l'amalgame. L'État malien n'a pas de problème avec les Touaregs. Et même dans une démocratie imparfaite, le coup de feu ne peut pas remplacer le dialogue. À plus forte raison, lorsque le tireur vient de Tripoli, pur produit d'une débandade, voire une désertion, plutôt que d'un projet sincère de libération du peuple touareg, lequel n'est pas discriminé, lequel n'est pas prisonnier, lequel fait partie de la nation et ne le renie pas. Le dialogue avec le MNLA, le président de la République par intérim, n'y est pas opposé, bien au contraire. Notre main reste tendue. Le MNLA, le Mouvement national de libération de l'Azawad, nous lui demandons simplement d'accepter le principe du dialogue et du désarmement. D'ailleurs, il recevra incessamment une nouvelle offre de paix à travers mon émissaire, l'ancien ministre des Affaires étrangères, puis des zones arides et semi-arides, M. Tcheblen Dramé, que certains d'entre vous certainement connaissent. Quant aux exactions dont la presse a fait ses choux gras en son temps et continue d'ailleurs de le faire, le président Traoré invite à faire la part des choses entre vérité et intox. Il condamne ces exactions qui ne resteront pas impunies si elles sont avérées. Et je l'ai dit, nous condamnons tout ce qui est traitement extrajudiciaire. Non seulement nous intégrons la question des droits de l'homme et des droits humanitaires au programme de formation de nos soldats, mais nous ne sommes jamais restés les bras croisés devant les cas qui ont fait l'objet de rapports crédibles. Situation des réfugiés, insécurité alimentaire, respect des droits de l'homme et des libertés individuelles, aucune question qui préoccupe les eurodéputés n'a été occultée. À son arrivée au Parlement de l'Europe, le président Traoré avait été accueilli par le président de l'institution avec lequel il a eu des échanges sur les questions de coopération. Une matinée riche en débats où le parlementaire Dioncounda Traoré était bien évidemment en terrain connu. 36e anniversaire de la mort de Modibo Keïta, premier président du Mali indépendant. À cette occasion, le premier ministre Django Sissoko a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu au cimetière d'Amdallaye. Un compte rendu de Brahma Traoré. L'événement est traditionnel et le sens est profond, puisqu'il s'agit de rendre hommage au premier président du Mali indépendant, Modibo Keïta. Il y a exactement 36 ans que disparaissait le père de l'indépendance. C'était un certain 16 mai 1977, occasion pour le premier ministre de procéder au dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de l'illustre disparu.
Comme disait l'autre, un grand pays se doit de respecter le devoir de mémoire à l'égard de ses illustres disparus, ce qui est bien compris par les autorités maliennes. Plus qu'une tradition, la commémoration du décès du président Modibo Keïta est une reconnaissance de l'œuvre de l'homme. J'ai accompli un devoir en lieu et place du président de la République qui est absent du pays aujourd'hui. C'est pour rendre hommage une fois de plus à un illustre fils du Mali, une des figures les plus marquantes de l'histoire de notre pays. C'est le président Modibo Keïta, c'est lui qui a conduit l'équipe qui a mené notre pays à la souveraineté nationale et internationale. Et c'est lui qui a dirigé pendant près d'une décennie le Mali indépendant. Donc il est normal que la nation exprime sa profonde tristesse en ce jour anniversaire de sa disparition. La famille Keïta n'en dit pas moins. Toutefois, elle rappelle sa principale préoccupation, celle de la réhabilitation de l'ancien président de la République. Je tiens d'abord à remercier le Premier ministre, sans oublier le Président de la République, ainsi que les ministres, les chefs d'état-major généraux, les membres des bureaux politiques nationaux des partis. Je ne cesse de le dire, c'est toujours la réhabilitation de notre père. Il n'a pas été réhabilité, le premier président. Ce processus a commencé depuis 2005 et a continué jusqu'aux journées socio-culturelles tenues à Nara et à Guiré les 7, les 8, les 9 juillet 2010. La cérémonie a pris fin par des poignées de main entre le Premier ministre Django Sissoko et les personnalités présentes. Valérie Trierweiler, première dame de France, est à Bamako sur invitation de la première dame du Mali, Traoré Mintou Doucouré. Les deux personnalités étaient hier à Gao et sur place, Valérie Trierweiler a remis des dons, 356 tonnes de vivres, du matériel médical, des kits scolaires et plus de 6 millions de francs CFA. Elle a également annoncé la mise à disposition de notre pays de 500 000 € pour l'agriculture et la santé. Envoyés spéciaux à Gao, Ndeye Sissoko et Abdoulaye Diarra. Il est à peine 10 heures. Pourtant, c'est un soleil de plomb qui a accueilli les premières dames de France et du Mali, ici à Gao, la cité des Askia. C'est main dans la main que Traoré Mintou Doucouré et Valérie Trierweiler sont arrivés à la cérémonie de remise de dons aux déplacés pour les soutenir après leur retour au Bercail Gao, où se trouve le plus grand contingent français qui a été le théâtre de nombreuses exactions et où place est à l'espoir et à la reconstruction. Gao sort de ses cendres, Gao se reconstruit. La vie est revenue sur les bords du fleuve Niger à la lisière du désert. Nos frères arabes, Tamashek et Touareg, reviennent de leur voyage, sans crainte. Gao se reconstruit petit à petit, mais sûrement. Ce fut l'occasion pour Traoré Mintou Doucouré de revenir sur l'historique de la ville et la bravoure des populations face aux terroristes. Gao est une ville historique et touristique du Mali. C'est ici où se reposent les tombes des Askia. C'est à Gao où les jeunes aux mains nues ont bravé les djihadistes, sans foi ni loi, pour leur liberté et pour leur dignité. Population de Gao, je vous salue. Le peuple malien vous salue pour votre courage. Engageons-nous pour la réconciliation des cœurs et des esprits en cette période difficile que traverse notre pays. Particulièrement, je voudrais lancer un appel aux femmes de Gao pour qu'elles se mobilisent et s'impliquent dans le processus de dialogue et de réconciliation des Maliens. La première dame du Mali a apporté 250 tonnes de riz, 3466 kits alimentaires composés de lait, de farine entre autres, 30 tonnes de lait et 5 millions de francs CFA pour les familles de déplacés et de réfugiés qui, très émus, n'ont pas manqué de la remercier. De son côté, la première dame de France, tout en saluant la détermination des femmes à jouer pleinement leur rôle, a annoncé la mise à disposition de notre pays de 500 000 €, soit 325 millions de francs CFA pour les domaines de l'agriculture et de la santé. J'insiste sur le caractère humanitaire de cette visite que nous menons toutes les deux, Madame Traoré et moi. Nous voulons mettre l'accent sur ce qui se
passe, nous n'oublions pas vos souffrances, nous n'oublions pas que 400 000 personnes ont été déplacées au Nord Mali, qu'aujourd'hui vous pouvez revenir, que la zone est sécurisée, que la France et le Mali ont libéré ces villes et qu'aujourd'hui elles sont toujours là pour participer à la reconstruction. Nous serons là pour vous aider à la reconstruction. Et je veux vous annoncer donc la somme que Pascal Canfin, le ministre du Développement, a pu débloquer, une somme de 500 000 € qui vous sera remise à travers la Fondation, à travers l'ONG Gary, et qui sera plus particulièrement attribuée aux agriculteurs et aux éleveurs afin d'assurer la sécurité alimentaire. Les deux premières dames ont ensuite visité le groupe scolaire Sosokoira, l'un des plus grands de Gao, qui manque cruellement de matériel. Là, Traoré Muntoudoukoué a remis 500 000 francs CFA pour l'achat de fournitures scolaires et Valérie Traiweiler des stylos et des livres pour les enfants. La troisième étape de ce voyage à Gao a été la visite de l'hôpital. Le centre hospitalier avait eu de sérieux problèmes dans la prise en charge des amputés et des blessés de guerre. L'hôpital pense tout doucement ses blessures et le don offert par les premières dames ne feront que les cicatriser davantage. 500 000 francs CFA a été le geste de Traoré Muntoudoukoué. Quant à Valérie Traiweiler, elle a remis des matériels d'une valeur de 150 000 €, soit 97 millions de francs CFA, composés de transfuseurs, entre autres. À la maternité de l'hôpital, elles ont eu la chance de coïncider avec la naissance de jumeaux qui porteront les prénoms François et Djankunda. Ainsi l'a décidé la famille Maïga, à la plus grande joie des premières dames. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, elles ont été témoins de la première grande pluie qui a arrosé Gao cet après-midi, comme pour laver les exactions des terroristes. De quoi soulager davantage les populations et raffermir les liens entre la France et le Mali. Le premier tour de l'élection présidentielle est annoncé pour le 28 juillet 2013. Le gouvernement et ses partenaires s'activent pour respecter ce délai. Les élections se tiendront avec le fichier biométrique qui enregistre 6 877 441 électeurs potentiels. Ils recevront leur carte NINA dans les tout prochains jours. C'est ce qui ressort de la réunion du comité de pilotage du processus électoral. Un compte rendu de Ibrahima Traoré. À 2 mois des élections, chaque minute compte. Le gouvernement et ses partenaires multiplient les réunions pour accélérer le processus électoral. Le défi est encore énorme, mais les acteurs impliqués dans le processus restent optimistes. Vu l'engagement du gouvernement malien, vu l'engagement des différents acteurs, je pense que si tout le monde joue pleinement sa partition, ce n'est pas la CENI qui ne sera pas prêt pour la date du 28 juillet. À la date d'aujourd'hui, toutes les dispositions sont prises pour procéder à l'impression de tous les documents qui doivent faciliter l'établissement des listes électorales. Nous avons pris toutes les dispositions pour qu'effectivement, au mois de juillet, au moins le premier tour de l'élection présidentielle puisse se tenir sous la base d'un fichier électoral biométrique fiable, accepté par tous les Maliens. Il y a environ 12-14 partenaires maintenant qui ont donné des engagements de participer au financement des élections. Nous estimons aujourd'hui ces contributions à entre 45-55 millions de dollars. Donc vraiment, aujourd'hui, on a pu voir qu'on est tous ensemble maintenant, aussi pour organiser ces élections au Mali au mois de juillet. La date du premier tour de l'élection présidentielle annoncée pour le 28 juillet sera respectée, rassure le ministre délégué chargé de la décentralisation. Abdourahmane Oumar Touré précise qu'à ce jour, 6 877 441 électeurs potentiels sont enregistrés sur le fichier biométrique. Dans les prochains jours, les premières cartes NINA seront livrées et remises aux électeurs potentiels. Le train des élections a longtemps quitté la gare. Il nous revient par conséquent de canaliser nos énergies pour un aboutissement heureux de l'entreprise commune. Une campagne d'information et de sensibilisation est engagée pour mobiliser davantage les électeurs. Le but est surtout de favoriser une grande participation des Maliens aux prochaines élections. Le président du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité chez les officiers stagiaires de l'école de gendarmerie de Faladje, le capitaine Amadou Ayassanogo, leur a expliqué les missions du comité qu'il dirige. Un compte rendu de Mohamed Diarra.
Le capitaine Amadou Aya Sanogo à l'école de la gendarmerie de Faladia pour dispenser une leçon aux officiers stagiaires maliens et étrangers. La leçon du jour porte sur les missions, les orientations et les objectifs du comité militaire de suivi de la réforme des forces de défense et de sécurité. C'est un travail d'ensemble. Nous sommes une équipe à la charge au départ, mais ça nécessite l'implication au niveau individuel et collectif de tout le monde et pour pouvoir réussir la mission qui est de redonner encore une fois aujourd'hui au peuple malien une armée républicaine professionnelle et au service de la nation. Le capitaine Sanogo s'est réjoui de la situation actuelle de l'armée malienne. Il a rendu hommage aux militaires étrangers et les Maliens qui combattent l'ennemi. Amadou Aya Sanogo a aussi rendu hommage à ceux tombés sur le champ d'honneur. 2h30 de cours avec au finish un agenda rempli de bonnes notes qui serviront aux officiers stagiaires. J'ai retenu une très grande leçon, celle de pouvoir collaborer avec tout le monde. Ça, c'est la première des choses. Et celle de faire la transparence dans la gestion à tous les niveaux des institutions. Concernant les réformes qui viennent d'être proposées à l'armée malienne, c'est une très bonne chose que nous en avons beau attendu. Parce que ça va nous permettre, nous, les jeunes officiers et l'armée en général, de retrouver une valeur sur le plan national et international. Le second acte du capitaine Sanogo, ce fut la visite des locaux de la gendarmerie. Les dortoirs sont dans un état pas du tout reluisant. Il faut quand même ce minimum de conditions pour mettre l'officier à l'aise. Dans le grand projet de réfection et de rénovation des casernes qui est en cours de préparation et que je soumettrai sous peu à son Excellence Monsieur le Président de la République. Donc dans ça, tout est pris en compte et on espère voir. Mais d'ici là, on va essayer de chercher à travers les particuliers comme ils nous ont beaucoup aidés et voir ce qu'on pourrait faire dans l'immédiat. Une matinée d'exercice qui aura permis aux uns et aux autres d'échanger d'expériences. Le but est d'avoir une armée forte capable de sécuriser le continent africain. Le problème crucial d'eau en Afrique, en Guinée, certains quartiers de Conakry connaissent depuis plus d'une semaine des pénuries cruciales d'eau. Pour se désaltérer dans certains endroits, il faut souvent avoir des muscles. Plus une goutte dans les robinets. Voilà plus d'une semaine que les habitants de la banlieue de Conakry sont privés d'eau potable. Depuis que la conduite principale d'eau de la ville s'est déboîtée, s'en procurer est devenu un parcours du combattant. On se lève à tôt le matin, 4h, 5h pour venir attrouper ici, pour attendre jusqu'à au moins 11h, 12h pour avoir au moins 2 ou 3 bidons d'eau. Pour remplir ces bidons, il faut profiter des forages privatifs des plus fortunés. Pour pallier ce manque, des camions-citernes de la Société de distribution des eaux guinéennes assurent le ravitaillement, mais la demande est toujours supérieure à l'offre. On dit changement, on ne sait pas où on va, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas de courant. Les réparations d'urgence vont bon train. Les équipes supervisent la finalisation des travaux. Le coordinateur de la SEG tente de rassurer la population. Nous allons procéder aux essais hydrauliques de la conduite, à son nettoyage, à sa désinfection et ensuite à la mise en service de cette conduite pour le bonheur de nos nombreux consommateurs. Mais même en temps normal, l'eau courante n'est disponible que 3 fois par semaine dans le quartier, de minuit à 16h. Le secteur souffre d'un manque chronique d'investissement, un comble pour la Guinée surnommé le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Ces problèmes sociaux risquent de peser lourd dans les prochaines élections législatives du 30 juin, car à la pénurie d'eau viennent encore s'ajouter les délestages récurrents d'électricité. Au Rwanda, au moins 6 morts et plusieurs blessés graves suite à l'effondrement d'un immeuble. 48 heures après le drame, les secours ont laissé la place aux pelleteuses. Un tas de gravats. C'est ce qui reste de cet immeuble de 4 étages qui s'est effondré mardi à Nyagatare, à une centaine de kilomètres de Kigali. 6 morts, 5 blessés graves. D'après les autorités, 36 personnes étaient à l'intérieur. Ce sont pour la plupart des ouvriers du bâtiment qui travaillaient à la construction de cet immeuble où le gros œuvre était à peine achevé. On s'apprêtait à quitter le chantier une demi-heure plus tard, lorsque mon chef m'a alerté. Lui, il a réussi à s'enfuir, mais pour moi, il était trop tard. Nous étions 8 à travailler au 4e étage. Nous étions occupés à faire les carreaux quand tout à coup, les murs se sont effondrés.
Tout le monde a été emporté dans les gravats. Que s'est-il passé sur ce chantier? Selon des témoins, des piliers du rez-de-chaussée ont plié alors que des ouvriers abattaient des cloisons. Une enquête a été ouverte. Elle dira exactement si ce sont les matériaux qui sont en cause ou si la responsabilité de ceux qui ont supervisé les travaux est engagée. La construction a-t-elle respecté les normes? Selon cet architecte, il est trop tôt pour le dire. C'est difficile de dire si c'est la conception du bâtiment ou les matériaux de construction qui sont en cause. Il faut attendre. En recoupant les témoignages des ouvriers, les autorités ont estimé qu'il y avait 36 personnes à l'intérieur du bâtiment. Les pelleteuses n'ont-elles pas pris trop vite le relais des secours, laissant peu de chance à d'autres éventuels survivants prisonniers des décombres? Certains redoutent un bilan qui pourrait s'alourdir. À présent, nous vous proposons un résumé de l'actualité internationale avec pour commencer le dossier nucléaire iranien. Le dossier du nucléaire iranien, le négociateur iranien Jalili juge les discussions qu'il a eues mercredi avec la chef de la diplomatie européenne Catherine Ashton longues et utiles. Les deux parties ont décidé de continuer leurs négociations sur le programme nucléaire controversé de Téhéran. À l'issue de cette rencontre, Catherine Ashton a toutefois déclaré que les positions de l'Iran et des Occidentaux restaient très éloignées sur le fond. Statu quo également du côté de l'Agence internationale à l'énergie atomique qui a à nouveau échoué à conclure un accord avec l'Iran visant à vérifier si ce pays a cherché à mettre au point l'arme atomique. L'Assemblée générale de l'ONU a condamné mercredi l'escalade des attaques menées par le régime de Bachar el-Assad et ses violations flagrantes et systématiques des droits de l'homme dans le conflit syrien. La Russie, la Chine et l'Iran ont voté contre cette résolution à portée symbolique. Le texte salue également la création de la coalition nationale de l'opposition et appelle à une transition politique. Le conflit syrien a déjà fait plus de 94 000 morts. Moins violent que prévu, le cyclone Mahasen a touché jeudi matin les côtes du Bangladesh. 11 personnes ont été tuées et au moins 15 000 habitations détruites. 1 million de personnes préventivement évacuées ont passé la nuit dans des abris anticycloniques. Des vents violents balayaient également jeudi la côte nord-ouest de la Birmanie voisine où vivent des dizaines de milliers de déplacés de la minorité musulmane apatride des Rohingyas. Au Cambodge, le plafond d'une usine de fabrication de chaussures s'est effondré jeudi, faisant 2 morts et 11 blessés parmi les ouvriers. Le gouvernement a promis une enquête et affirmé que toutes les usines du pays seraient inspectées pour éviter qu'un tel accident ne se reproduise. La main-d'œuvre au Cambodge est l'une des moins chères au monde pour fabriquer des vêtements, tout comme le Bangladesh, où il y a 3 semaines, l'effondrement d'un immeuble abritant un atelier de confection avait fait 1125 morts. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Prochain rendez-vous d'info, 18h-20h avec Aoué Touré. Je vous retrouve demain, Inch'Allah.